Depuis quelque temps, on entend un peu partout qu'on bascule vers le fascisme, que le fascisme est aux portes du pouvoir et qu'on risque d'avoir un gouvernement fasciste. Le fascisme à la base, c'est un mouvement apparu dans les années 30 en Italie qui a mené aux heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors quand on l'entend beaucoup aujourd'hui, on peut se demander est-ce qu'on n'est pas en train d'extrapoler? Est-ce que la peur du fascisme c'est une illusion, puisque ça se serait terminé pendant la Seconde Guerre mondiale? Et puis qu'est-ce que ça veut vraiment dire fascisme? Et comment le reconnaître? Est-ce qu'il n'y aurait pas des signes pour reconnaître le fascisme? Des signes qu'on peut voir actuellement dans notre société et qui doivent vraiment nous alarmer? La réponse est oui. Mais restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre. Dans cette vidéo, on va essayer de voir c'est quoi le fascisme, le définir, comprendre ses origines et surtout comment le reconnaître aujourd'hui. Quels sont les signes qui trahissent l'arrivée d'une mouvance fasciste vers le pouvoir? Pour ça, on va se baser sur les écrits d'Umberto Eco, un écrivain italien très célèbre qui est aussi sémiologue, qui est la science qui étudie les signes, et qui a donné 14 éléments qui sont reconnaissables dans le fascisme. Si un politicien ou un parti politique possède un ou deux éléments, c'est censé être très bizarre, alors imaginez certains qui en possèdent les 14. Au fil de la vidéo, je vais énumérer les 14 éléments à reconnaître et à comprendre pour savoir repérer le fascisme. Où est-ce que ça peut se retrouver dans notre société aujourd'hui et pourquoi c'est important de le combattre? C'est quoi le fascisme et comment le reconnaître? On en parle aujourd'hui, bienvenue sur Théo Yapping. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Sur cette chaîne, j'aborde des sujets d'actualité et des sujets culturels pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne le monde. J'ai par exemple fait une vidéo sur le capitalisme d'Animal Crossing et comment ce jeu vidéo vient nous dire quelque chose de notre système économique actuel. J'ai aussi fait une vidéo sur la série Bref 2 et sur notre rapport aux personnages masculins avec lesquels on a grandi. Ou encore une vidéo sur les marques d'influenceurs, notamment celle de Lena Situation et le problème de surconsommation que vendent les influenceurs. Si ce genre de sujet vous intéresse, je sors une nouvelle vidéo tous les dimanches, donc n'oubliez pas de vous abonner pour n'en rater aucune prochaine. Le fascisme, ça vient de fascio, qui veut dire faisceau en italien, et c'était le symbole et le nom du parti politique de Benito Mussolini en Italie, qui était dictateur dans les années 30. Quand on pense au gouvernement fasciste, il y a plein d'éléments qui reviennent. Évidemment, il y a du totalitarisme, c'est-à-dire qu'il y a un seul pouvoir, un seul chef qui dirige tout, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, une répression violente, l'idée de la masse contre l'individu, c'est-à-dire que n'importe qui a son propre avis ou un avis critique à donner est vu comme quelqu'un qui veut corrompre la masse, corrompre le peuple, et ça va aussi avec n'importe qui serait différent en termes de sexualité, de couleur de peau, de religion. Ce sont des gouvernements qui sont antidémocratiques, antiparlementaires, ils ne veulent pas que le peuple ait son mot à dire ou que quelqu'un vienne contredire le chef. Le dirigeant, il est vu comme un chef providentiel, comme quelqu'un qui est presque issu d'une prophétie, une sorte de demi-dieu. Il y a un culte de la personnalité. On a un fort nationalisme, un idéal commun à atteindre que le peuple voudrait égaler, et un rejet finalement de l'individu, de l'individualisme, de tout ce qui peut se rapprocher au libre arbitre des gens. On efface l'individu pour créer une sorte de masse de peuple qui se ressemblent tous. Ça, c'est des éléments qu'on voit dans les mouvements fascistes, et on doit éviter que ce genre de gouvernement arrive au pouvoir, parce que ça amène de la violence, de la répression très forte, comme tout ce que vous avez vu dans les livres d'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. Mais alors beaucoup de gens peuvent se dire, c'est bon, la Seconde Guerre mondiale elle est terminée depuis presque 100 ans, faudrait qu'on en sorte, qu'on arrête de parler juste de ça et de croire qu'on va toujours retomber là-dedans. Le monde a évolué. Certes, le monde a évolué, mais il y a des signes qui montrent que le fascisme est toujours là. Même s'il n'y a plus le nom fasciste, comme le parti de Mussolini avait pris ce nom. L'idéologie fasciste, elle est toujours présente. Je vous parlais en début de vidéo d'Umberto Eco, c'est un écrivain italien qui est notamment très célèbre pour son livre Le nom de la rose, que vous avez peut-être lu ou vous avez vu le film adapté. Et à la base, c'est un universitaire, c'est un chercheur, il est sémiologue, donc il étudie les signes de communication, les symboles. Et dans un écrit en 1995 qui s'appelle Urfascisme, il théorise ce qu'il appelle le fascisme éternel. Le fascisme éternel, c'est un fascisme qui n'est pas lié à un parti précis qui s'appellerait genre le parti fasciste, comme à l'époque des années 30. C'est plus une sorte de mouvement, une sorte d'idéologie qui est capable d'apparaître dans n'importe quel pays et à n'importe quelle époque. C'est une peur, une menace qui est toujours là. Il suffit pas juste qu'il y ait des fans de Mussolini aujourd'hui qui recréent un parti fasciste pour qu'il existe, parce que il peut apparaître n'importe quand et n'importe où. Et c'est là tout l'intérêt de comprendre ces signes, de comprendre qu'est-ce qui nous permet de repérer le fascisme pour l'empêcher d'arriver. Le fascisme, c'est un danger politique, d'avoir un régime totalitaire qui écrase son peuple, mais c'est aussi un danger culturel parce qu'il vient jouer sur les peurs, sur les frustrations, sur les idées reçues des gens et sur notre besoin de certitude. On veut trouver une vérité unique à tout prix,
une solution à nos problèmes, et le fascisme joue là-dessus pour nous faire accepter des idées fascistes. Ça rentre dans notre tête et c'est ça le grand danger. Quand on voit la montée de l'extrême droite aujourd'hui, quand on voit des décisions politiques de Donald Trump qui vient supprimer des aides, qui vient écraser les scientifiques en leur empêchant de travailler librement et d'utiliser le vocabulaire qu'ils souhaitent, en interdisant des mots d'être utilisés, en écrasant des populations, quand on voit en Allemagne l'AfD, le parti d'extrême droite qui est en train de monter, quand on voit en France le RN, Viktor Orban en Hongrie, Giorgia Meloni en Italie, tous ces gens ont des signes fascistes, parfois ils ont même les 14, et même s'ils vont jamais dire fasciste dans leur nom, on peut clairement le reconnaître dans ce qu'ils proposent en termes de politique. Mais alors comment on fait pour reconnaître le fascisme? Quels sont ces 14 signes que Umberto Eco a dit dans ses livres, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de chacun d'eux? Il est temps de les énumérer. Le premier signe, c'est le culte de la tradition. Chez les fascistes, il y a cette obsession du passé glorieux et perdu. Le c'était mieux avant, comme au bon vieux temps. Le passé, il est souvent mythifié, c'est-à-dire qu'il est faux, qu'il est changé pour avoir l'air plus glorieux qu'il était. Et là, je peux vous renvoyer vers une vidéo de Manon Bril qui est super intéressante, qui parle du roman national. Pour vous la faire courte, le roman national, c'est ce qu'on a décidé de faire apprendre aux gens quand ils étaient jeunes, notamment à l'école, comme étant l'histoire d'une nation. En France, on commence ça avec Vercingétorix et les Gaulois. Alors que dans la réalité, les Gaulois, c'est des Celtes, c'est différents peuples, c'est pas vraiment la France comme on la connaît. Et on aurait pu faire démarrer l'histoire de France bien après. Mais on a décidé à ce moment-là de le faire. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui jouent avec cette histoire pour venir dire qu'est-ce que doit être la France aujourd'hui selon qu'est-ce que aurait été la France avant. Et quand on vient modifier cette histoire, on peut créer un nouveau roman national. Et s'inventer un passé glorieux, effacer toutes les erreurs, faire croire que ce n'est jamais arrivé, et venir donner des leçons aux gens en disant qu'aujourd'hui le peuple il est perdu, que le monde va mal et que c'était bien mieux avant. Ça c'est le premier signe, le culte de la tradition. En deuxième signe qui va plutôt bien avec le premier, c'est le refus du modernisme. Le refus du modernisme, ça apparaît d'abord comme un refus de la modernité. Avec cette idée du c'était mieux avant, la vie était bien mieux avant, on n'aime pas tout ce qui est moderne, tout ce qui est nouveau et on voit ça comme une attaque à la tradition, à la vraie France par exemple, si on parle du cas de la France. Et on va prôner une vie à l'ancienne, ou en tout cas ce qu'on imagine de la vie à l'ancienne, la famille traditionnelle avec le père, la mère, les enfants, le père qui travaille, la mère qui reste à la maison. Et tout ce qui viendrait pas corroborer ce système-là est vu comme une modernité, comme quelque chose qui vient un peu nous corrompre. Mais quand on parle de rejet du modernisme, on parle surtout du rejet des Lumières. Les Lumières, c'est un mouvement philosophique du XVIIIe siècle qui est apparu en France et c'est celui qui a amené les révolutions, notamment celle des États-Unis et la Révolution française. On pense à Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, tous ces philosophes importants qui ont notamment amené l'individualisme, qui n'est pas ici un terme péjoratif parce que l'individualisme des Lumières, c'est cette idée que l'homme a un libre arbitre, qu'il a des décisions à prendre, qu'il peut avoir une vie libre, qu'il peut demander cette liberté et qu'il ne doit pas juste être un sous-fifre du roi, ni un sous-fifre de Dieu. Le modernisme des Lumières, c'est une mise en avant de la pensée libre, du libre arbitre, de la rationalité, et ça c'est quelque chose que les fascistes n'aiment pas du tout. Parce que quelqu'un qui est libre, qui pense par lui-même, qui n'écoute pas la masse, c'est quelqu'un qui ne va pas être du côté du régime. L'individu est vu comme l'ennemi du groupe, parce qu'il vient corrompre ce groupe ou empêcher ce groupe d'agir en suivant une seule personne, une seule idée unique. Troisième point à reconnaître dans le fascisme, le culte de l'action par l'action. Celui qui agit, celui qui combat, celui qui lutte, il est vu comme quelqu'un qui fait bien les choses, qui fait bien ce qu'il est censé faire. Et de l'autre côté, celui qui pense, celui qui réfléchit, celui qui n'a pas l'air d'agir, il est vu comme un faible. Et ça, c'est une manière de faire ce qu'on appelle de l'anti-intellectualisme. Quand on n'a pas envie que les gens réfléchissent, que les gens voient des preuves ou vivent par eux-mêmes en suivant leurs propres choix, eh bien on n'aime pas vraiment ceux qui ont fait de la réflexion leur métier principal. Les intellectuels, les chercheurs, les scientifiques. Ceux qui vont chercher des preuves, qui vont analyser et qui vont comprendre que le régime fasciste n'est pas bon. Alors on préfère mettre en avant l'action par l'action et dire que ceux qui pensent sont des faibles et ceux qui agissent, c'est eux qui doivent diriger. Avec l'anti-intellectualisme, on a avec ça une peur de la science, une peur des scientifiques, comme des gens qui seraient fourbes, qui nous mentiraient, qui voudraient nous manipuler, alors que la vraie vie, c'est celle des vrais gens qui travaillent et qui ont les mains dans le cambouis. On a cette idée de l'homme qui agit et de celui qui pense, et celui qui pense serait un faible au final. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux encore aujourd'hui. Quand on voit aux États-Unis notamment à quel point Elon Musk et Trump parlent mal des chercheurs, viennent vraiment critiquer les chercheurs en disant qu'ils sont des woke et qui suivent une propagande LGBT, eh bien c'est une manière de décrédibiliser les chercheurs, d'empêcher en fait la science de faire son travail et de prendre un contrôle dessus. Et politiquement, on va retrouver ça avec de moins grandes aides qui sont données, des aides sociales aux chercheurs, des moins bons budgets pour faire de la recherche, des budgets plus moindres aussi pour la culture, pour tout ce qui est considéré comme de la non-action entre guillemets. Et ça c'est très dangereux parce qu'un monde où il y a moins de chercheurs, moins de recherche,
moins de preuves, moins de vérités trouvées, et de l'autre côté aussi moins de culture, moins d'artistes, moins de messages différents qui sont écoutés, eh bien c'est le gouvernement qui fait un peu ce qu'il veut à la fin, qui choisit ce qu'il veut. Sans art et sans science, on est esclave du gouvernement. Quatrième signe à comprendre, le désaccord est vu comme une trahison. Ça vient un petit peu avec la peur du modernisme et de l'individualisme. Toute personne qui serait en désaccord avec le pouvoir, avec le parti, avec le groupe, est vue comme quelqu'un qui veut corrompre le groupe. Parce que le but des fascistes, c'est d'empêcher que chacun ait un peu son propre avis. Si tout le monde débat et si tout le monde essaye de comprendre, eh bien ils vont remettre en cause le pouvoir. Et ça, le fascisme ne le veut pas. Et puis être en désaccord avec le parti, avec ses idées, c'est aussi vu comme être en désaccord avec le pays. Quelqu'un qui aurait un avis critique serait vu comme un traître à la nation. Et ça, on voit beaucoup de gens, notamment à l'extrême droite, qui répètent ça, qu'il y aurait eux qui adorent la France et leurs opposants politiques ne l'aiment pas vraiment. Parce qu'ils sont pas d'accord, donc ils n'aiment pas vraiment la France. Cette idée de l'un qui serait une traître à la nation par rapport à l'autre, c'est un jeu aussi que les fascistes utilisent. Notamment pour empêcher de venir voir, par exemple, les heures sombres de la France. Quand on voit à quel point les sujets de la colonisation, c'est des sujets qui sont très difficiles à aborder encore dans les médias, ça fait aussi partie de cette idée que celui qui n'est pas d'accord avec nous serait un traître. Celui qui viendrait critiquer la France en disant que son passé n'est pas si glorieux que ça, serait quelqu'un qui n'aime pas vraiment la France. Alors que ça n'a rien à voir. On peut très bien critiquer un pays tout en l'aimant, avoir un esprit critique et avoir un regard critique sur les choses tout en appréciant ces choses. Ce que veulent les fascistes, c'est que la vérité soit vue comme une trahison, pour empêcher les gens de chercher la vérité par peur d'être vu comme un traître. Cinquième signe du fascisme, le rejet de la différence. Alors ça, c'est toutes les intolérances, racisme, sexisme. Les mouvements fascistes, ils ont en tête une image de ce que doit être l'homme parfait, le citoyen parfait, et tout ce qui ne ressemble pas à ça est vu comme quelque chose qui veut nous corrompre, qui veut retirer au peuple son pouvoir, en essayant de le modifier et de le changer. Quand on voit la peur du wokisme, ça en fait partie. Tout ce qui serait différent, tout ce qui serait un esprit critique sur des choses, qui aurait une vie différente de la nôtre, de ce qu'on imagine être la bonne vie, est vu comme une attaque personnelle. Et la technique du fascisme par rapport à ça, c'est de trouver des ennemis communs et de venir dire que ces gens-là veulent nous faire du mal et qu'on doit du coup se rassembler contre eux. Et ça permet de souder parce qu'il n'y a rien qui soude mieux un groupe qu'un ennemi commun. Ça résonne également avec le sixième signe, l'exploitation de la frustration. Le fascisme se construit sur des gens qui sont frustrés. Soit des gens qui ont peur de perdre leur statut social, ça peut être des classes bourgeoises, des classes riches qui ont peur de voir leur monde s'écrouler et qui vont devenir encore plus répressives et violentes, mais principalement les gens qui vont faire partie du fascisme, c'est des classes moyennes. Des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc qui ont des frustrations, qui sentent que la vie est dure, mais qui ne sont pas démunis non plus, parce que le fascisme va leur faire croire que d'autres gens leur volent leur travail, leur volent leurs possessions, que des gens parfois plus démunis seraient l'ennemi à abattre. Et ça, on peut voir ça avec la peur des migrants, qui sont toujours vus comme des gens qui viennent voler le travail, alors qu'on sait très bien en plus qu'un migrant galère à trouver du travail en France, ou qui travaille dans des conditions absolument ignobles, mais la peur de l'immigration, c'est jouer là-dessus, sur l'exploitation de la frustration des gens. Ça joue aussi sur la frustration de gens qui sont jeunes, qui sont perdus, qui sont paumés, qui se sentent humiliés, frustrés dans leur vie, en leur disant que maintenant vous avez un combat à mener, que vous faites partie d'un groupe, que vous n'êtes plus seul. Toujours cette idée de « on va vous sauver, on va vous aider », alors qu'on le sait que les partis fascistes, quand ils étaient au pouvoir, ils pensaient d'abord qu'à eux, ils écrasaient le peuple et ils volaient toutes les richesses. Pour reconnaître le fascisme, en septième signe, on a l'idée du complot permanent. Les mouvements fascistes adorent utiliser cette idée que tout le monde veut essayer de nous abattre, tout le monde veut nous corrompre, que l'ennemi est à l'extérieur, parfois même il est à l'intérieur, et il y a toujours cette peur constante du complot. Si quelqu'un est différent de nous, a un avis différent, peut-être qu'il est payé et qu'il y a un complot. Il y a des dirigeants qui nous malmènent en secret, des francs-maçons, des reptiliens, il y a toujours cette idée d'un grand complot caché. Ça, c'est une manière à la fois de ne pas regarder la science et la recherche et de voir un peu la vérité, genre qui contrôle finalement quoi, de ne pas s'y intéresser, et de s'imaginer une sorte d'ennemi hypothétique qui vient en fait être la cible de toutes nos frustrations. Les leaders fascistes, ils aiment dire aux gens que tout le monde leur ment, sauf eux. Et du coup, forcément, quelqu'un qui viendrait croire un leader là-dessus finira par avoir peur de n'importe qui d'autre à part ce leader. Et ça, c'est une manière de contrôler les gens au final. Après la frustration, la peur du complot, il y a pour huitième signe le sentiment d'humiliation face à l'ennemi. Ça, on a pu le voir dans les années 30. Pourquoi la Seconde Guerre mondiale est apparue et a rassemblé autant de gens dans des mouvements violents ? C'est parce qu'après la Première Guerre mondiale, tout le monde était pauvre. Les pays devaient se reconstruire et des pays qui avaient perdu comme l'Allemagne se sont sentis humiliés par les autres. Du coup, ça a rapproché des gens qui voulaient retrouver une forme de justice parce qu'ils s'étaient sentis humiliés auparavant. Ça peut arriver après de la colonisation, qui est parfois amenée aussi à une guerre, de voir des pays qui étaient des anciennes colonies se reconstruire, devenir des pays puissants
et voir ça d'un mauvais œil parce qu'on a l'impression que notre ancien ennemi prend trop de pouvoir, prend trop de place, qu'il n'est plus assez soumis à nous. Et l'ennemi pour les fascistes, il est à la fois vu comme fort et faible en même temps. Fort car il aurait des ressources et de la puissance et qu'il serait une menace, qu'il serait un danger pour le pays, pour le parti, et faible car il serait dégénéré, qu'il ne suivrait pas les bons codes, qu'il serait possédé par le démon, et toute autre façon de décrédibiliser l'ennemi. Le fascisme vient jouer sur le sentiment d'humiliation des gens, de voir des pays réussir mieux qu'eux, de voir des gens qu'ils n'aiment pas réussir mieux qu'eux, des pays qui étaient des anciens ennemis prendre de plus en plus de pouvoir, et les fascistes vont faire croire aux gens que c'est un danger pour eux et qu'on viendrait les attaquer ou qu'on viendrait faire des représailles. Et quand on se sent humilié par le soi-disant ennemi, qu'on a peur qu'il vienne nous attaquer ou nous corrompre, eh bien on a le 9e signe du fascisme, la vie est une guerre permanente. Ça c'est une manière de décrédibiliser le pacifisme, c'est-à-dire la volonté de ne pas participer à la guerre, de ne pas faire partie des conflits, parce que ça c'est quelque chose que le fascisme n'aime pas, parce que le fascisme, ils aiment la violence, ils aiment la répression, et n'importe qui ne voudrait pas se battre dans leur rang, serait vu comme un déserteur, comme un traître. Alors ils viennent donner cette idée que la paix, c'est pour les faibles, ne pas se battre, c'est les faibles, les forts doivent se battre et gagner. Alors on a une sacralisation de l'armée, du conflit, du combat, de l'homme fort et viril, et on pousse les gens à se mobiliser, à se battre, à s'engager. Ça vient rentrer aussi en cohérence avec le 10e signe du fascisme, le mépris des faibles. Le fascisme vient glorifier la force physique même, et vient mépriser la vulnérabilité, l'empathie, la faiblesse. La compréhension, la compassion, tout ce qui finalement revient à la rationalité, au libre arbitre, comme ce qu'on avait vu au début de la vidéo, tout ça est vu comme des signes de faiblesse. Et on peut voir ce genre de choses encore aujourd'hui, même de plus en plus depuis peu de temps, avec notamment des influenceurs virilistes, masculinistes, des influenceurs d'extrême droite qui viennent nous vendre l'image du surhomme, de l'homme plus grand, meilleur que les autres. L'idée de ce qu'est la force, de ce qu'est la virilité, et le mépris de ce qui ne l'est pas. Quand on voit un Andrew Tate, qu'on peut prendre parfois à la rigolade, en réalité beaucoup de gens qui suivent Andrew Tate le prennent premier degré et croient vraiment ce qu'il dit, et ce qu'il dit, c'est du fascisme. 11e signe, tout le monde peut devenir un héros. Quand on a cette glorification de la guerre, du combat, de la force, de l'action, et ce mépris de la paix, de la vulnérabilité, du libre arbitre, de la compassion, pour faire comprendre ça aux gens, pour le faire passer cette idée, les gouvernements fascistes vont faire croire à tout le monde qu'ils peuvent devenir des martyrs, des héros, que leur but dans la vie, c'est de mourir pour la nation, c'est de mourir pour la lutte, pour le combat. Quand en plus on leur a fait croire, comme vu juste avant, que la vie est un éternel combat, une lutte perpétuelle, le but de tous les militants fascistes serait de mourir pour leur cause. Alors on vient mystifier des héros, des martyrs. En URSS, on avait les ouvriers modèles, l'image de l'ouvrier parfait. En Allemagne, on avait aussi l'image du bon soldat comme du bon père de famille. On vient créer des mythes autour de certaines choses qui sont considérées comme bonnes pour partager cette idée du bon citoyen, de ce que doit être l'homme, de ce que doit être l'individu, pour le bien de la masse, pour le bien du peuple, pour le bien du parti. Toujours dans cette idée de rassembler les gens dans un même combat collectif. Il nous reste 3 signes à voir, 12e signe du fascisme à reconnaître, et ça va finalement en cohérence avec tous les autres, le machisme exacerbé. Quand on a vendu cette image du surhomme, de l'homme parfait, du bon citoyen, du bon père de famille, de la famille à l'ancienne et traditionnelle, que tout ce qui diffère serait une volonté de corrompre le peuple, quelque chose de dangereux à éliminer, eh bien on vient aussi mettre en avant une image de l'homme comme étant au centre de tout. La femme serait vue comme faible, parce que trop compatissante, parce que pas assez forte physiquement. On a une mise en avant de la virilité, même physique, et ça notamment on peut le voir avec des vidéos où ça parle de jawline, looks maxing, surhomme et virilité, go muscu, notamment ce dont j'ai parlé dans ma vidéo sur le développement personnel et sur ses dérives. Le machisme exacerbé, c'est aussi un rejet des autres sexualités. Il y a chez les fascistes cette image de ce que doit être l'homme comme viril, hétérosexuel, et tout ce qui serait différent de ça serait vu comme de la faiblesse, comme quelque chose à éliminer du groupe car ça viendrait corrompre le groupe. Et ça on peut le voir dès maintenant aux États-Unis, quand on voit que l'administration Trump a rejeté certaines idées de diversité et ne vient plus mettre en avant les politiques pour la diversité dans les entreprises, ça fait partie de ce fascisme-là, de ce machisme exacerbé. Quand on voit aussi le retour sur TikTok ou Insta des tradwives, de la femme traditionnelle, celle qui reste à la maison pour cuisiner et s'occuper des enfants, eh bien ça fait partie aussi du machisme parce que ça vient mettre l'homme comme centre de la société, comme principal agisseur du monde, tandis que la femme serait cloîtrée à la maison. Comme 13e signe, on a le populisme sélectif. Le populisme, c'est cette idée de parler du peuple, au nom du peuple, de dire le peuple tout le temps, et de venir faire croire qu'on est la voix du peuple. Ça, c'est quelque chose qu'un peu tous les partis politiques font,
même ceux qui ne sont pas fascistes, parce que c'est une manière d'être cohérent dans son discours et de rassembler. Mais ce que fait le fascisme, c'est qu'ils choisissent une partie du peuple ou alors une image du peuple et viennent dire que c'est en son nom qu'on parle, au nom du peuple, et que ce peuple il est comme ça. Il y a une image, le peuple il est comme ça, et tous ceux qui ne seraient pas pareils ne font pas vraiment partie du peuple. Le peuple est vu comme une entité abstraite, on parle même pas des gens et de leurs histoires, de leurs différences, on en fait une sorte d'entité unique avec une pensée unique, une volonté unique, parfois même une image unique, genre le peuple doit être blanc, hétérosexuel, suivre un certain nombre de normes. Et dans cette idée du populisme sélectif, on parle d'un peuple en oubliant toutes les différences qui peuvent le constituer. Et enfin, dernier symbole, dernier signe du fascisme qu'il faut être capable de reconnaître, numéro 14, le langage appauvri. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours actuellement. Quand on entend parler le mot woke, le wokisme, c'est un mot qui est utilisé que par des gens qui seraient anti-woke. Aucune personne woke n'emploie vraiment ce terme. Il n'y a pas de mouvement woke, il n'y a pas de science qui explique c'est quoi le wokisme, de définition philosophique. C'est un mouvement qui n'existe pas vraiment. Mais dans la tête de ceux qui n'aiment pas ce que serait le wokisme, ils peuvent tout mettre finalement dedans. Et bien ça, c'est le langage appauvri. Quand on peut utiliser des mots et mettre tout et n'importe quoi dedans, on appauvrit le langage. Umberto Eco, il cite George Orwell, qui dans 1984 avait inventé la novlangue, la nouvelle langue, où c'est le parti qui choisissait des mots, qui changeait des significations, qui supprimait des mots du dictionnaire, et à la fin les mots n'avaient plus vraiment le sens qu'ils avaient au départ. On voit ça par exemple avec la politique sur l'écologie. Certains gouvernements vont pas parler de réchauffement climatique, mais de changement climatique. Parce que changement, c'est pas vu comme quelque chose de négatif. Cette idée du langage appauvri, on a aussi un rejet des mots trop scientifiques, trop compliqués. On va dire au peuple qu'on essaye de les berner avec des mots complexes qu'ils ne comprennent pas et on va venir simplifier au maximum et au final plus on simplifie, moins les mots n'ont de sens. Récemment j'ai sorti une vidéo sur les journalistes influenceurs et sur les dangers d'être à la fois journalistique avec des faits et faire de la publicité en tant qu'influenceur, et j'ai abordé le sujet de la post-vérité. La post-vérité, c'est une ère dans laquelle on est actuellement où les faits sont moins importants que les émotions. N'importe quel politicien peut remettre en doute un journaliste ou même une décision de justice, faire croire un petit peu ce qu'il veut en jouant sur les frustrations, sur les émotions des gens, sur la peur aussi du complot, le fait qu'on a peur que tout le monde nous mente, et à la fin plus personne ne croit la vérité, tout le monde croit un peu n'importe quoi. Eh bien le fascisme joue aussi là-dessus. Quand on fait croire que toutes les paroles se valent, que les mots veulent plus vraiment dire ce qu'ils disent, qu'on peut changer un petit peu les discours comme on veut et appauvrir le langage, eh bien ça fait aussi partie de ces mouvements fascistes et de ces techniques de manipulation du peuple. Vous venez de voir les 14 signes du fascisme, comme théorisé par Umberto Eco, et si vous avez été un petit peu attentif, vous avez compris que dans ces 14-là, il y a des signes qu'on retrouve dans des partis politiques. Principalement dans les partis conservateurs et autoritaires, l'extrême droite en Europe comme aux États-Unis, comme un peu partout dans le monde. Dites-vous que pour Umberto Eco, un ou deux signes c'était déjà alarmant, alors imaginez quand on en a 10, 11, voire 14. Reconnaître le fascisme, connaître ces signes, c'est la première étape pour le combattre, pour ne pas laisser un gouvernement qui serait dangereux pour nous arriver au pouvoir. Et il faut vraiment qu'on soit attentif parce qu'aujourd'hui, dans un monde de post-vérité, de novlangue où le langage est appauvri, le mot fasciste ne veut plus rien dire, les gens l'utilisent pour insulter et ceux qui le reçoivent se sentent même plus insultés parce que plus personne comprend ce que ça signifie. Les politiciens et les journalistes se font des débats, des jeux où plus personne ne sait qui a le bon, qui a la vérité en soi, qui a raison. Et c'est important, nous, en tant que citoyens, de comprendre ces signes pour pas laisser ces gouvernements au pouvoir ou arriver au pouvoir et ne pas se faire avoir. Parce qu'il faut pas oublier que des politiciens ou des partis, même s'ils n'ont pas le nom fasciste en eux, s'ils suivent plusieurs des signes que j'ai énumérés dans cette vidéo, ils sont fascistes. Et c'est un danger parce que ces gens-là vont jouer sur notre frustration, sur notre peur, pour nous faire accepter des choses violentes, de la répression, la perte de nos droits, en croyant que c'est pour combattre un ennemi qui nous veut du mal, alors qu'à la fin, ces gens-là viennent juste s'enrichir, comme ce qu'on a vu avec tous les gouvernements autoritaires, où les dirigeants étaient richissimes quand le peuple était très pauvre, et que le peuple se retrouvait réprimé par la violence. C'est pas seulement quelque chose qui arrive dans les autres pays, c'est pas seulement parce que Trump et Elon Musk disent des trucs de facho que ça n'arrivera pas en France parce que nous on est mieux qu'eux. On a des choses en France qui sont fascistes, c'est un fait qui coche plusieurs, parfois même tous les signes que j'ai énumérés dans cette vidéo, qui se rapprochent des mouvements totalitaires, des mouvements autoritaires, et on doit les combattre. On doit plus laisser les gens faire par exemple de l'anti-intellectualisme. Quand on voit des gens remettre en doute la science, les scientifiques, dire que les sociologues c'est de la fausse science, dire que ceux qui pensent ou les intellectuels n'agissent pas donc ils sont pas intéressants, ils sont pas forts, ça c'est du danger. Parce qu'on doit en fait applaudir et être heureux de n'importe qui pense et qui nous donne à penser. Parce que
Plus on réduit notre champ de pensée, notre champ d'opinion et d'hypothèses, moins on peut réfléchir nous-mêmes, moins on est ouvert et moins on a de libre arbitre. Ce que veulent les fascistes, c'est qu'on ne réfléchisse pas, parce que si on réfléchit, on va les remettre en cause. Alors réfléchissons, continuons de réfléchir et continuons d'être critiques. Plaignons-nous des choses qui nous déplaisent, lisons, intéressons-nous et surtout défendons tous les gens qui sont indépendants, les journalistes indépendants, les médias indépendants, les chercheurs, les scientifiques, les artistes, tous ces gens qui sont vus comme des faibles aux yeux des fascistes, parce que ces gens-là viennent donner à voir des vies différentes, des opinions différentes et viennent ouvrir nos points de vue. On doit être heureux de n'importe quel nouveau point de vue qui vient à nous et on doit combattre tous ceux qui veulent essayer de restreindre notre vision. Défendre l'esprit critique, le libre arbitre, la pensée libre, c'est la chose la plus importante pour ne pas laisser un gouvernement nous écraser et nous réprimer violemment. Ça fait un peu peur dit comme ça, mais c'est ce que j'essaye de faire avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de comprendre un peu mieux c'est quoi le fascisme. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous voyez ces signes-là, dans des partis politiques, dans des gouvernements, dans des choses de votre vie peut-être même. Est-ce que votre patron a des idées fascistes? Je sais pas. Eh bien dites-le en commentaire, je suis sûr que c'est intéressant de venir partager ça. Posez votre libre arbitre, posez votre idée, votre individualité. Venez exister dans ces commentaires en tant qu'individu avec vos propres avis. Parce que c'est le premier bastion à garder, c'est le premier combat à faire pour ne pas se laisser écraser par un parti politique, un gouvernement qui ne voudrait pas notre bien. Partagez vos avis en commentaire, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun prochain contenu. Portez-vous bien et à bientôt.